Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et c'est sur l'ancêtre de Sud Radio, Radio Londres, que le général de Gaulle, il y a 79 ans, lançait son appel. Et c'est là que nous allons parler des policiers qui n'en peuvent plus. Nous allons parler des taxes kérosène. Hier, on parlait de la gauche kérosène. Aujourd'hui, on va parler de la taxe kérosène. On va parler de la magistrate qui a été agressée devant chez elle, la magistrate de Versailles. On va parler des pesticides pour les enfants. Et on va recevoir Chantal Delsol, qui a présidé à un livre fabuleux, passionnant, sur la démocratie dans tous ses états et dans le monde. Berkoff dans tous ses états. Le fait du jour. J'ai embrassé un flic entre nation et république. J'ai embrassé un flic, ça change des coups de fric. Je l'aurais pas cru il y a 30 ans. Et il n'aurait pas cru il y a 30 ans, Renaud, mais on n'est plus il y a 30 ans, on n'est plus il y a 50 ans, et on est aujourd'hui et il y a de vrais problèmes. On parle d'un côté de la violence policière, on parle des violences envers les policiers, on parle de tout ça depuis des mois et des mois et des mois. Gilets jaunes, et pas seulement gilets jaunes, et les cités et les territoires perdus de la République, et etc., et la drogue, etc. Et puis là, il y a 2 jours, eh bien, les policiers, en tout cas les 3/4 des syndicats de police, ils n'en peuvent plus. Il y a un problème, il y a un signal d'alerte, il y a quelque chose qui se passe. Il dit, les signataires qui ont de la tribune ont dit, il y a des circonstances exceptionnelles, que les efforts immenses ont été consentis du côté des policiers. Et je voudrais citer juste, avant de donner la parole à Yves Lefebvre, qui est du syndicat SGP Police FO, je voudrais citer un autre syndicaliste qui a dit ceci. Ce qui s'annonce est un maelstrom, c'est la fin de l'institution police, et Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, ne sera qu'un fossoyeur de plus. Il n'a pas le choix, il n'a pas les moyens. Il peut parler de PSQ et employer les termes qu'il veut. On est dans la sémantique là. Ce qui serait nécessaire pour remettre l'assiette à zéro, cela demanderait de tels moyens que ce n'est pas possible. Il n'aura pas les budgets. Alors, qu'est-ce qui se passe vraiment? À chaque fois, et on sait, ce n'est pas nouveau, on en a parlé ici dans Berkoff, dans tous ces états de Sud Radio, du malaise de la police. Et c'est beaucoup plus qu'un malaise. Quand il y a des policiers qui se suicident, et un tel nombre, et beaucoup plus que la population en général, à part les agriculteurs, il y a un véritable problème. Alors, on a demandé justement à Yves Lefebvre de témoigner et de nous dire bonjour, monsieur Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes là, donc vous êtes secrétaire général d'unité SGP Police FO. Alors dites-moi, à chaque fois on a quelque chose qui se passe, on voit bien, et on voudrait comprendre en fait, est-ce que vraiment c'est un ras-le-bol parce que les limites sont franchies et que rien ne se fait? C'est quoi? On voudrait comprendre exactement, monsieur. Oui, il y a à la fois ce ras-le-bol évidemment qui est d'autant plus palpable depuis le début de la crise des Gilets jaunes, depuis le 17 novembre. Oui. Quand bien même, et fort heureusement, on va considérer que la crise est potentiellement, pour le moment, du moins derrière nous. Oui. Mais il y a eu un suremploi, et puis c'est surtout un acte je dirais, déjà inédit, hein, parce que c'est jamais arrivé que à la fois le syndicat majoritaire des commissaires, celui des officiers, celui que je représente des gradés Yann Appel, puissent s'associer sur une tribune. C'est surtout je dirais, un appel à... C'est vraiment une première, Yves Lefebvre? Ah oui, c'est vraiment une première, oui, bien sûr. On a pour habitude, d'ailleurs, d'être assez, je dirais, dans un système assez clivant en la matière, et d'être ultra catégoriel. Là, on s'est réunis, on a dit maintenant, on est à la croisée des chemins. La crise des Gilets jaunes a montré, je dirais, la lassitude, le ras-le-bol, le manque de moyens. Aujourd'hui, alors que le président de la République, Édouard Philippe, et qui plus est Christophe Castaner, nous parle d'une loi d'orientation et de programmation de la sécurité intérieure dans les mois à venir, nous on a dit très clairement, oui, ok, on la voit cette loi, mais pas une loi, je dirais, à l'eau de rose, pas une loi super réduite, qui ne serait pas devoir se limiter qu'à la préfecture de police de Paris. Il faut tout réorganiser la police nationale pour permettre aux flics de retrouver un sens à son métier. Alors précisément, c'est quoi de ne pas justement repeindre en rose et faire de l'eau tiède? Ce serait quoi précisément, concrètement? Ça serait déjà déjà au plus haut niveau du ministère de l'Intérieur, créer un véritable état-major opérationnel. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Qu'on puisse avoir des flics en poste socio-militaire qui connaissent le terrain réellement, et qui puissent faire part de leurs besoins. Et il faut surtout, il n'est pas question, très clairement, sans tomber dans le populisme, si la République tient aujourd'hui et a tenu depuis surtout le 1er décembre, grâce à qui? Aux policiers et aux gendarmes,
Donc aujourd'hui, il n'est pas question que sur l'autel des réductions budgétaires, on puisse encore placer le ministère de l'Intérieur. Il faut des moyens, il faut revoir la formation, il faut revoir le recrutement, il faut bien évidemment revoir le déroulement de carrière. Et vous l'avez fort bien dit tout à l'heure, il faut revoir le temps de travail des policiers, parce qu'aujourd'hui, on vient de recenser ce matin un énième suicide, je crois, de mémoire, je pense ne pas me tromper, c'est le 35e depuis le début de l'année, 35 ou 36e. 35e, mais depuis janvier dernier, oui. Depuis janvier dernier. Et là, il faut qu'on pense, et le flic, pendant ce temps-là, il n'a toujours qu'un week-end sur 6 de repos. Quand il est en police secours, celui qui est Et c'est vrai qu'il y a des millions d'heures supplémentaires qui ne sont pas ni payées, ni réglées, etc. Avant la crise des Gilets jaunes, elles étaient estimées à 24 millions. Donc imaginez-vous, aujourd'hui, on doit être à 26 ou 27. Donc on nous parle d'un paiement. On nous parle d'un paiement, oui, ce qu'on pourrait considérer comme un one-shot. Mais une fois qu'on a fait épurer, je dirais, le stock, il faudrait qu'on gère le flux. C'est bien pour ça que moi j'en appelle à Édouard Philippe, et qui plus est à Emmanuel Macron, en leur disant non, la sécurité, quand on est confronté à des crises sociales comme la nôtre, comme celle qu'on a vécue à des Gilets jaunes, et la menace terroriste, et le suremploi, et la volonté légitime d'occuper mieux le terrain, ne pourra pas être placée sur l'autel des restrictions budgétaires, ce n'est pas possible. Ouais, et c'est vrai, parce qu'on vous demande, il y a les crises sociales, comme vous dites, des Gilets jaunes, et puis il y a ce qui se passe, et puis il y a la drogue, et puis il y a les quartiers, et puis il y a les cités, il y a des trafics de drogue de plus en plus marquants, la délinquance du quotidien. Encore ce matin, un policier municipal en Seine-Saint-Denis qui est un individu, un conducteur refuse de s'arrêter, fonce dessus. Donc tentative d'homicide, on l'a vu, mais ça s'étend malheureusement aussi aux magistrats. On a vu un magistrat hier, je crois, attaqué à coups de LBD à son domicile. Oui, mais Yves Lefebvre, on a vu aussi des images terrifiantes, enfin terribles, sur les réseaux sociaux de voitures de police obligées de fuir parce qu'elles sont caillassées par une foule de voyous, quoi. Mais bien sûr, mais parce que pourquoi aussi ça a mis trop longtemps. Moi, je l'ai, même si je dirais, je suis seul contre le résultat, certes. Mais vous savez, du 1er décembre, le 1er décembre, ça fait une catastrophe. C'est là qu'on a senti franchement la République vaciller. Après, le 8 décembre, il y a eu une écoute, une prise en compte de ce que nous réclamions, tout corps confondu, tout syndicat confondu. Et puis après, ça s'est étiolé. On est arrivé à la catastrophe bis, celle du 16 mars. Franchement, du 1er décembre au 16 mars, il y a des responsables qui sont plus en fonction aujourd'hui, qui n'ont pas su prendre leurs responsabilités, qui n'ont pas appréhendé le malaise qui était et la dangerosité de ces actions. On n'a jamais connu une telle violence. Jamais connu une telle violence lors de quelconque mouvement social qui soit. Oui, Yves Lefebvre, je voudrais vous poser la question que vos collègues et beaucoup disent. J'ai extrait ça. Nous nous trouvons à un carrefour idéologique. Il faut à présent déterminer si on veut une police à l'ancienne avec une implantation très forte sur le terrain ou on veut une police moderne, dématérialisée, qui ne fonctionnera qu'avec des caméras. Mais la police 2 euros, ça ne marche pas bien dans notre modèle société actuel. Alors, Yves Lefebvre, est-ce qu'il faut choisir entre une police à l'ancienne, police de proximité, ou une police numérique, enfin 2-0? Je dirais, je vous répondrai communément un peu des deux, mon adjudant. Il faut des deux. Il faut une occupation du terrain, il faut redonner du cœur au métier. Il faut réorganiser la police nationale par filière de métier, réellement. Que l'investigation soit une filière, qu'on n'ait plus un millefeuille comme il existe aujourd'hui entre la PJ, les sûretés départementales, les brigades de sûreté urbaine, que sais-je encore, et encore trop de strates. Il faut redonner à la sécurité publique, c'est l'aide de noblesse, avoir l'occupation du terrain, que ce soit pour l'anticriminalité ou pour le service général, la police secours. Il faut à la fois arriver sous l'ère de la modernisation pour dématérialiser la procédure pénale. Bien évidemment, tout ça est à faire. Il faut supprimer les tâches indues. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il est légitime, avec le suremploi qui est celui des policiers, que nous ayons encore à transporter d'un centre de rétention à un aéroport, ou parfois même d'un centre de rétention à un autre centre de rétention, des personnes qui sont en rétention administrative. Ça doit relever de boîtes privées, ça, absolument pas de la police nationale. C'est vrai, non, il y a tout ça. Et dites-moi, cette fois-ci, vous pensez que vous tiendrez suffisamment pour ne pas qu'on vous découpe, ou qu'on vous, qu'on vous séduise à la découpe? On ne nous séduira pas à la découpe. Vous savez, le 19 décembre dernier, Christophe Castaner a essayé de nous séduire. Il a essayé de nous séduire. Il est reparti avec un protocole signé par les 3 organisations majoritaires du CEA, mais qui était exclusivement en notre faveur. Non, aujourd'hui, on ne peut pas. Christophe Castaner la veut, cette réforme. Il la veut, cette réorganisation de la police nationale. Laurent Nunez aussi. Par contre, en dessous, c'est un peu mollasson. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est... Moi, je prends ces tribunes comme plus un soutien vis-à-vis de Christophe Castaner en disant, allez, vous voulez y aller? Casta, tu veux y aller? Nous, on est avec toi, on y va. Mais à notre façon, notamment aussi ce qui s'est passé hier, sur le séminaire, sur le maintien de l'ordre. Mais bon, là aussi, moi, de suite, je me suis un peu agacé, parce qu'il n'est pas légitime que nous, flics de terrain,
Vous ne serez ceux pas que là. nous représentons n'aient pas été c'est associés à ça. Et- Donc là aussi, si ce sont encore des technocrates, j'ai rien contre les technocrates que je respecte, mais qui connaissent pas le métier de trigger. Oui, mais enfin, et les C'est ça, flics de la part terrain, des c'est quand même au moins aussi important que les technocrates. Ben, Merci, bien sûr, tout à fait. merci Yves Lefebvre. Vous avez entendu Yves Lefebvre et vous aussi, vous souhaitez témoigner, alors en tant que policier ou en tant que citoyen, des violences envers les policiers ou justement des violences policières, un seul numéro, 0826 300 300. Vous pouvez aussi réagir sur notre Facebook Live et bien sûr, on lira vos commentaires. Sud Radio, André Berkoff. Berkoff, dans tous ses états, ça balance pas mal. Le juge pense c'est impassible, qu'on me prenne pour une guenon. C'est complètement impossible, la suite lui prouve que non. Garogorie. La chanson évidemment mythique et éponyme de Georges Brassens, Gare aux gorilles, où effectivement un gorille échappé du zoo, échappé de la cage, s'en prend à un juge. Je rappelle que la peine de mort était là et Brassens finit en disant, oui, il criait maman, il pleurait beaucoup, comme la victime avec qui il avait coupé le cou la veille. Bon, la peine de mort, c'est fini. Et puis, il y a eu quand même, dont personne ne peut se réjouir, au contraire, il y a une histoire assez dramatique. Justement, la magistrate de la cour d'appel de Versailles, Magali Tabarot, on a sonné à son interphone, et puis 2 individus se sont présentés comme des livreurs. Elle a ouvert la fenêtre, elle a essuyé un tir de flashball avec un LBD 40, et elle l'a reçu en plein visage. Elle est à l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Heureusement, sa vie n'est pas en danger. Et ils sont tous évidemment extrêmement choqués parce que ce qu'a dit un haut magistrat, il dit les agressions verbales contre les magistrats sont malheureusement de plus en plus fréquentes et il arrive rarement que certains soient bousculés à la sortie de l'audience, mais je n'ai pas souvenir dans ma carrière d'une telle agression, disait ce haut magistrat, qui a une carrière de 30 ans comme juge. Donc, il y a un véritable problème, mais alors il y a aussi un problème, et je voudrais le poser, parce que on a parlé d'une enquête ouverte, il y a une enquête ouverte donc, pour les attaques contre la magistrate, une enquête ouverte pour tentative d'assassinat. Donc, avec un tir de LBD dans le visage, il est considéré comme tentative d'assassinat. Or, il y a eu 100 tirs de LBD 40 pendant les manifestations des Gilets jaunes, et on se rappelle combien ont été éborgnés, combien ont été blessés gravement, combien ont été vraiment touchés à mort, et y compris la présidente de l'Assise générale de la police nationale, il dit il n'y a pas de violence policière. Mais alors attendez, pourquoi ? Je pose la question, dans le cas de la magistrate agressée devant chez elle, et c'est absolument condamnable et à sanctionner très sévèrement, pourquoi on parle d'une enquête ouverte pour tentative d'assassinat, et pourquoi, quand il concerne les Gilets jaunes ou autres manifestations, les tirs de LBD en plein visage à 3 mètres, à 50 mètres ou à 80 mètres ne sont pas considérés comme des tentatives d'assassinat. Voilà un problème qui n'est pas seulement sémantique, qui n'est pas seulement de mots, voilà un problème qu'on aimerait voir éclairé. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Les perles du jour. Alors je suis reparti sur Québec Air, Transworld, Northern, Eastern, Western, puis Pan American. Je sais plus. Encore une chanson sublime, vous voyez, à Sud Radio et en Berkoff dans tous ses états, on vous donne que des chansons magnifiques. Après, malheureusement, on ne peut pas les écouter pendant toutes et pendant toute la longueur, mais écoutez-les, vous savez, elles ne perdront jamais de leur éclat, jamais. Et pourquoi, évidemment, ce Lindbergh de Robert Charlebois ? C'est parce que l'Assemblée nationale vient de rejeter toute taxation du transport aérien. Et vous avez vu, les écolos, ils en parlent, et effectivement, parce que les avions, et forcément, dépensent beaucoup plus de kérosène que les voitures, et ne parlons pas des trains. Or, vous savez qu'en ce moment, il y a une très grosse discussion, il y a eu des motions et des amendements déposés par Delphine Batho, l'ancienne ministre de l'écologie, et beaucoup d'autres qui disent, attendez, si à l'intérieur du territoire français, pourquoi ne pas supprimer les vols à partir du moment où le train, vous y arrivez à 1 heure, à 2 heures d'intervalle, et l'avion étant effectivement beaucoup plus polluant que le train, et on le sait, pourquoi ne supprimerait-on pas les vols intérieurs
où les trains existent, bien sûr, sur le parcours desquels les trains existent. Eh bien, écoutez, pour le moment, on dit oui, on est écologiste. Alors oui, on parle écolo, on parle pollution, on parle CO2, on parle kérosène, mais pour le moment, ce n'est pas possible. Pour le moment, on verra bien. Le transport aérien, peut-être un jour, il y aura des avions zéro carbone, mais pour le moment, on dit cette taxe assez complexe à mettre en œuvre et qu'elle ne toucherait que très peu de vols. Voilà, quand on ne veut pas réformer, bien on ne fait rien. Et la question que je pose, c'est la question des avions privés. Est-ce que les avions privés, vous savez, ceux qu'emploient soit les très riches, soit les compagnies, soit les sociétés, soit l'ancien président Barack Obama, quand il vient villégiaturer en France, à L'Isle-sur-la-Sorgue ou à côté, il est venu en avion privé. Est-ce que ça aussi, ça ne fait pas de sacrées doses de kérosène, surtout que les avions privés, il y a 1 ou 2 ou 3 personnes maximum. Ça aussi, c'est une question à poser. En tout cas, on constate qu'on parle beaucoup d'écologie, les députés les premiers, pour une France écologique, pour la transition écologique. Vous vous rappelez, depuis le début, ça a été ça, depuis la hausse du coût de l'essence qui a provoqué les gilets jaunes. C'est la transition écologique. Alors, la transition écologique, doit-elle s'arrêter aux avions? Et quels avions? Eh bien, c'est une question que, naïvement, nous posons. Allez, on ne quitte pas le cockpit du Rafale André Berkoff. On se retrouve dans un instant. On parlera du danger des pesticides. Et l'invité du jour est la grande philosophe Chantal Delsol. À tout de suite. Nous parlerons d'abord, effectivement, d'un pesticide qui répand la terreur. On n'en parle pas beaucoup. Un pesticide qui a été très employé et qui fait que l'enfant prend de gros risques. En revanche, nous parlerons d'un moment de bonheur avec un livre passionnant sur l'état de la démocratie dans le monde. Et nous recevons Chantal Delsol. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Lanceur d'alerte. Oui, alerter les bébés, criait Jacques Higelin. Eh bien, on les a pas alertés assez vite. Hein. Ça s'appelle le chlorpyrifos, un nom un peu barbare de ce pesticide qui ne l'est pas moins, qui a été extrêmement... Le Monde en a fait sa une hier, le quotidien Le Monde, et ils disent carrément, ils volent en moyenne 2,5 points de quotient intellectuel de QI chez chaque enfant européen. Le chlorpyrifos, un pesticide non seulement toxique pour le système nerveux central, neurotoxique, mais c'est aussi un perturbateur endocrinien qui agit notamment sur la signalisation thyroïdienne. C'est-à-dire qu'il peut interférer avec le développement cérébral. C'est quand même extrêmement grave. Eh bien, c'est quoi ce pesticide? Il est pulvérisé sur les cultures afin d'éliminer pucerons ou chenilles. Simplement, il laisse ensuite des traces sur les oranges, les pommes, la laitue. Et on l'a retrouvé jusque dans la ruine des enfants et le cordon ombilical des femmes enceintes. C'est quand même hallucinant. Et ça fait des dizaines d'années qu'il est en circulation, ce pesticide. Alors, la Commission européenne s'apprête à proposer son relais du marché. Sauf que, dit encore l'article du Monde, et c'est quand même hallucinant, notre enquête démontre que les autorités ont mis près de 20 ans avant d'évaluer les données du fabricant. Des données qui, de plus, étaient erronées. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde, quand même. Oui, Sud Radio, moi, ça me tue. Ça, ils ont ça. Il y a eu sûrement des signalements. Eh ben non, on attend. On a donné des données renues. On a autre chose à faire. On s'occupe d'autre chose. Et ça fait 20 ans que ce pesticide est en circulation, qu'il empoisonne un certain nombre de fruits, de légumes et d'aliments qu'on mange, et voilà. Et puis ils ont dit maintenant, eh bien écoutez, dégâts sur le cerveau, tout ça, mais on va... Et des chercheurs américains en 2012 examinaient les cerveaux de 40 enfants âgés de 6 à 11 ans. Il y a eu quand même des résultats frappants, des résultats terribles. Eh bien, la Commission européenne décidera du sort de l'insecticide en fonction des conclusions de l'EFCA attendues dans les prochaines semaines. Voilà, au bout de 20 ans, ces braves fonctionnaires se réveillent. Il n'était que temps, mais c'est quand même assez lamentable. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et vous recevez Chantal Delsol, philosophe qui a dirigé et qui est auteur, qui a participé à la rédaction du livre collectif « La démocratie dans l'adversité » aux éditions du Cerf. Chantal Delsol, bonjour. Bonjour. Écoutez, on vous connaît, on vous a déjà reçu, vous êtes philosophe, vous avez écrit des livres tout à fait passionnants. Et là, c'est la démocratie, et je commencerai évidemment par la phrase
allez, c'est presque un proverbe maintenant de Winston Churchill, la démocratie le pire des systèmes à l'exception de tous les autres. Et vous intitulez votre livre passionnant parce que, attention, il y a 100 intellectuels de France et des 4 coins du monde. C'est un livre, mais vraiment passionnant que je recommande sur l'état de la démocratie, Washington, à Dublin, à Bucarest, en Amérique du Sud, partout. C'est quoi la démocratie? Et ça va de Jean Birnbaum à Monique Antos-Perber, je ne vais pas les citer tous, et Blandine Kriegel, et vraiment c'est absolument passionnant parce que justement, cette démocratie, on parle de tous les États, il faudrait 5 heures pour parler de tout. Chantal Delsol, mais je voudrais savoir, est-ce que vraiment la démocratie aujourd'hui, vous avez dit dans l'université, elle est en crise? Et d'abord, comment peut-on aujourd'hui la définir? On va pas remonter à Aristote, mais on la définirait comment aujourd'hui, Chantal Delsol, la démocratie? Je pense qu'on est obligé de la redéfinir, en effet, parce que, en raison de ce qu'on appelle les démocraties illibérales. Alors, c'est quoi une démocratie illibérale? C'est une démocratie qui pose un certain nombre de limites à la liberté. Non pas que les démocraties libérales ne posent pas de limites à la liberté, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, évidemment, mais ce sont des démocraties qui posent davantage de limites à la liberté. Donc, ne serait-ce qu'en raison de cela, et du nom de démocratie que s'adjuge un certain nombre de régimes qui, au fond, ne sont pas démocrates dans le monde, on est obligé de la redéfinir. En fait, on s'aperçoit que la démocratie, c'est pas seulement le vote. C'est pas seulement des gens qui votent. C'est aussi toute une ambiance de libéralisme, de tolérance, de liberté publique, de contre-pouvoir, etc. On est obligé d'en passer par là. Mais par exemple, quand on parle de ça, au départ, aujourd'hui, par exemple, vous auriez là, ce serait une question de baccalauréat, on est dans l'actualité. Si on avait défini, alors je pose la question à l'élève Delsol, définissez en 2 phrases la démocratie au sens idéal du terme. Ce que devrait être un pays pour être qualifié de démocratique. Vous diriez quoi? Vous en avez parlé un peu, mais comment vous le résumeriez? C'est un pays dans lequel il y a une ambiance, je dirais presque une atmosphère de libéralisme, à tout point de vue. Libéralisme aussi bien économique que... Aussi bien économique que social, culturel, politique, avec des contre-pouvoirs, et où les individus peuvent directement ou par leurs représentants, parce qu'il peut y avoir des démocraties indirectes, choisir leurs gouvernants. C'est ça, et peser sur leur destin, avoir une maîtrise de leur destin. Donc peser sur leur destin. D'accord. Et alors, quand vous parlez, par exemple, de démocratie illibérale, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quel pays pourrait-on qualifier de démocratie illibérale? Alors, d'abord, il y a plusieurs groupes. Je pense qu'il y a plusieurs groupes. Il y a d'abord les groupes qui n'ont pratiquement jamais été démocratie et qui prétendent en être, ou plus ou moins, mais qui en fait demeurent des démocraties illibérales, c'est-à-dire qu'elles sont des gens qui n'ont jamais saisi la liberté. Donc on fait voter les gens, mais bien souvent les gens d'ailleurs votent pour des tyrans, religieux ou pas. Alors ça peut être des pays musulmans, ça peut être par exemple la Turquie. Je pense que la Turquie est une dite démocratie illibérale. Ouais. Et puis le deuxième groupe, ce sont les pays qui ont été des démocraties auparavant. Alors là, on compte là surtout les pays d'Europe centrale et puis d'autres pays comme l'Italie. Et même, on pourrait compter l'Amérique de Trump, mais ça serait peut-être à discuter, je ne sais pas. Ce sont des pays qui ont connu la démocratie, et parfois d'ailleurs qui la connaissent depuis très 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 longtemps, mais qui estiment aujourd'hui, pour des raisons idéologiques en fait et de conviction, à tort ou à raison, que les démocraties libérales actuelles laissent trop de liberté. Est-ce que ce n'est pas le fait qu'elle... Alors justement, parce que on peut la poser pour l'Amérique de Trump. D'un côté, l'Amérique de Trump, on peut dire quand même que quand on voit les médias qui sont à 90% contre lui, même quand il est président de la République, bien sûr, on ne peut pas dire que la liberté n'est pas là. Et en tout cas, la liberté dans tout ce domaine. Donc, là, je ne sais pas si on peut parler d'illibéralisme. Et d'un autre côté, par exemple en France, on peut dire aussi que quelquefois la liberté d'expression connaît une régression. Et vous le savez. Je suis bien d'accord avec vous. Voilà. Mais la question est justement du débat pour où se trouve la limite de la liberté. Il y a actuellement une idéologie que j'appelle postmoderne, on pourrait appeler humanitaire, mais bon, disons postmoderne en Europe occidentale, oui. Et puis en Amérique du Nord, dans certains partis comme le Parti démocrate, c'est Clinton et compagnie, qui dit que
la liberté, par exemple une démocratie est illibérale à partir du moment où elle érige des freins à la liberté de circulation. Trump qui dit je vais mettre un mur, finalement il ne va pas le faire parce qu'il ne peut pas, pour empêcher les Mexicains de rentrer. En Europe occidentale, en France et en Allemagne notamment, on va vous dire, vous êtes une démocratie illibérale. Parce que si on met un frein à la liberté à ce niveau-là, on est contre la liberté. Alors, si, évidemment, ce n'est pas un exemple de démocrate vraiment, mais quand Saint-Just dit pas de liberté pour les ennemis de la liberté, en fait, c'est le problème fondamental, ça. Bien où sûr. ça s'arrête, où ça commence. Mais bien sûr. Parce que si vous acceptez les 50 millions de migrants, après, la liberté se déplace et où elle est. C'est vraiment... Tout le problème, c'est il doit y avoir, et c'est très bien, un débat pour savoir où se situe la limite de la liberté, parce que la liberté a des limites, toute liberté a des limites, liberté économique, sociétale, etc., d'immigration, enfin circulation des personnes, mais il doit y avoir un débat en permanence pour savoir où se situent les limites de cette liberté, et un débat cohérent et argumenté. On n'a pas le droit de jeter l'anathème sur des gens parce qu'ils sont soi-disant illibéraux, parce qu'ils ont attenté à telle ou telle liberté. Il faut discuter de ça. Parce que c'est ça, il faut pas étiqueter tout de suite en fonction de... Oui, je pense qu'il ne faut pas étiqueter. Alors justement, ce livre, cette somme, c'est plus qu'un livre, une somme, avec ces 80-100 intellectuels qui ont discuté. Quand on sort de cette lecture, on se dit, mais alors vraiment, c'était Pirandello qui disait à chacun sa vérité, on a l'impression de dire à chacun sa démocratie. Ben oui. Est-ce que vous sortez, vous, Chantal Delsol, plutôt optimiste ou pessimiste de là? Je veux dire, l'État aujourd'hui, vous avez fait vraiment une feuille de température, enfin, un dictionnaire de température. Vous êtes quand même bilan globalement positif ou pas? Pour le livre ou pour la question générale? Pour la question générale et pour le livre, bien sûr. Oui, mais pour la question générale, je pense qu'il y a plusieurs sujets d'inquiétude. Donc je ne suis pas globalement optimiste ni globalement pessimiste, mais je pense qu'il y a quand même plusieurs sujets d'inquiétude assez graves. Si j'en énumère 3 ou 4, c'est vrai que ces démocraties libérales sont un sujet d'inquiétude parce qu'on ne sait pas jusqu'où ça va aller, mais en même temps, l'attitude des Occidentaux comme nous sont un sujet d'inquiétude en face de ça parce qu'ils ne sont pas capables de prendre ce sujet à la gorge, si j'ose dire, et de discuter. Tout ce que sait faire notre président Macron face à ces gens-là, c'est de dire c'est la lèpre populiste. Ben non. Oui. Vous comprenez, c'est pas... Quand on commence à dire à ses adversaires, à donner à ses adversaires des noms de maladies ou d'insectes, ça veut dire qu'on les traite comme des ennemis. Donc tout ce qu'on sait faire, c'est les traiter comme des ennemis, et ça, c'est un sujet d'inquiétude. L'autre sujet d'inquiétude, je pense, j'en citerai que 3, c'est la technocratie. Je pense que la technocratie européenne est un gros sujet d'inquiétude. Oui. Et puis, il y a un autre sujet d'inquiétude qu'on connaît moins bien, c'est qu'un certain nombre d'Occidentaux, c'est vrai surtout en Amérique du Nord, sont absolument fascinés par le despotisme chinois et trouvent que finalement, ça serait pas plus mal si on passait à ça. On va en parler. On va continuer à en parler. Ça, c'est aussi un sujet d'inquiétude. Absolument. On continue d'en parler, oui, André Berkoff, avec votre invité, Chantal Delsol, philosophe, qui a dirigé et participé à la rédaction du livre collectif La démocratie dans l'adversité aux éditions du Cerf. À tout de suite sur Sud Radio. On vous retrouve, André Berkoff, avec votre invité, Chantal Delsol, philosophe, qui a dirigé et participé à la rédaction du livre collectif La démocratie dans l'adversité, et c'était aux éditions du Cerf. Alors on parlait justement de démocratie libérale, on parlait de l'état de la démocratie, effectivement, pas facile, un peu malade quelquefois, un peu agonisante, heureusement pas beaucoup, mais en devenir dans d'autres pays, c'est très compliqué. Je voudrais savoir, Chantal Delsol, d'où d'abord est venue l'idée et comment vous avez travaillé pour réunir cette somme, parce que je rappelle, c'est 1000 pages passionnantes. Comment vous avez élaborer tout cela? J'ai d'abord cherché un associé ou une associée, parce que j'aime pas travailler toute seule. D'accord. Et donc c'est bien, c'est démocrate ça. Je suis arrivée sur Giulio Deligio, que je connaissais pas, qu'on m'a indiqué. J'étais très contente, on a travaillé tous les deux. Giulio a plus de travail que moi, parce qu'il n'est pas à la retraite comme moi. Mais on a bien travaillé. Et donc, à nous deux, on a réuni sans trop de difficultés cette petite centaine de personnes. Et ça a été finalement assez vite. Parce qu'on a dû commencer il y a à peine plus d'1 an. Ah ouais. Donc ça a été... C'était rapide. Non, ça a été assez rapide, oui. C'est pas... Et vous avez assigné les sujets de chacun, enfin, non. Plus ou moins non. On a cherché les gens qui avaient déjà écrit là-dessus, qui avaient déjà réfléchi là-dessus, et on leur a demandé sur quoi ils voulaient travailler. Mais on les a choisis un peu en fonction de... Bien sûr. Parce qu'on voulait quand même
les gens évoquent plusieurs sujets différents. Finalement, chacun a choisi un sujet, et puis on a fait plusieurs colloques. On a fait un colloque en Italie, on a fait 2 colloques en France, pour réunir les gens, pour qu'ils se connaissent un peu, enfin certains auteurs. Et puis, finalement, ça s'est fait assez facilement, et grâce au CERF, parce que le CERF, c'est quand même une belle maison. Oui. Hein, qu'ils acceptent de prendre un bouquin comme ça et le vendre 30 € en plus, je vous avoue que j'étais quand même assez contente. Hein. C'est pas évident, et non, c'est très bien, et bravo pour le CERF, et pour Jean-François Colosimo, qui dirige cette maison Et d'édition. Renaud Escande, qui est un secrétaire de rédaction, je sais pas comment on appelle ça, un directeur de rédaction plutôt absolument merveilleux. Eh bien, rendons-lui hommage. Revenons justement au fond, Chantal Delsol. On parlait de tout ça, vous savez. Alors, vous avez vu les discussions qu'on a pour revenir sur la France, mais ce n'est pas valable du tout que pour la France. Par exemple, pour vous, dans les critères de la démocratie tels qu'on les analyse dans l'histoire, et chez les philosophes, et chez les intellectuels, et chez les politologues, etc., est-ce que, par exemple, la pratique du référendum, pour ne parler que de ça, puisqu'on en a beaucoup parlé lors de ces grands débats, d'abord, ces grands débats, tels qu'on les a vécus en France, étaient-ils démocratiques? Correspondaient-ils là? Et puis le référendum, pour le moment, il faut 4,5 millions de personnes, etc. On ne parle pas de référendum d'initiative citoyenne, on ne parle que du RIP, les référendums d'initiative partagée. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors que dans la Constitution, je termine là-dessus, on parle de la représentation parlementaire, et le référendum est au même plan que la représentation parlementaire dans l'article 3 de la Constitution. Je ne crois pas au référendum dans un pays centralisé comme le nôtre. Je crois que les référendums sont très importants et très utiles et très judicieux dans des pays fédéraux comme la Suisse, parce que les gens se connaissent. Ils se voient, c'est pratiquement l'agora d'Athènes, hein, c'est pas loin de ça. Donc là, ça fonctionne. Mais à un niveau comme celui-là, s'il faut 4 millions de signatures, pour moi, c'est bidon, c'est médiatique, c'est juste du théâtre. Ça, oui, ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Mais est-ce que vous êtes pour la pratique du référendum en tant que tel? Si le pays était décentralisé, je serais 1000 fois pour. Mais je suis d'abord pour que le pays soit décentralisé. C'est pas du tout notre cas. On est un pays complètement jacobin et colbertiste, et donc pour l'instant, on n'est pas du tout sorti de ça. Donc, est-ce qu'on est un pays démocratique ou pas? Oui, on est un pays démocratique parce qu'il y a des contre-pouvoirs, parce qu'il y a une liberté de presse, parce qu'il y a une liberté de parole, parce qu'on parle tous les deux en ce moment et qu'on peut critiquer le gouvernement, c'est très important. Donc, bien sûr, mais il y a 1000 expressions démocratiques, et finalement, pour nous, étant tellement jacobins, je pense qu'il manque quelque chose à notre démocratie. Enfin, ça se discute, hein, parce que la plupart des Français ne sont pas du tout de cet avis-là. Donc... Oui, bien sûr. Non, mais c'est intéressant d'avoir les interprétations. Et aujourd'hui, quand même, parce que c'est vrai, on peut le dire dans l'histoire, que depuis, 40 ans, je dirais que les dictatures ont diminué en nombre on peut le dire, je crois, ou pas, à votre avis? Mais je ne sais pas. Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas cherché à évaluer, mais je crois que c'est l'impression que nous avons. Peut-être parce qu'en fait, nous parlons beaucoup de démocratie, nous essayons de convaincre. Les pays démocratiques sont plus forts, pour l'instant en tout cas. Ça ne durera pas toujours. C'est-à-dire qu'on a regardé la chute de l'URSS, on a vu la chute du franquisme, on a vu les États d'Amérique du Sud, tous dirigés par les colonels. C'est plus du tout la même chose. Je ne parle pas de la Grèce et compagnie quand même. Il y a eu des choses qui ont bougé. En même temps, on a vu que les 2 pays marxistes les plus importants de la planète, la Chine et l'URSS, étaient revenus à leurs premières amours marxistes, et que finalement... La Russie, quand même. C'est plus religieux que marxiste, non? Quand même, Chantal Delsol. La Russie est une démocratie illibérale. D'accord. Oui, non, j'ai bien compris, mais ils ne sont pas revenus à leur marxisme primaire. Vous savez, je ne sais pas. Si vous regardez le traitement réservé aux journalistes, il y a encore des camps. Évidemment, c'est pas les goulags de Solzhenitsyn, mais enfin... C'est quand même pas formidable. Hein. Quant à la Chine, n'en parlons pas. Donc oui, tout ça peut se discuter. Ça dépend comment on compte, évidemment. Mais en fait, est-ce qu'aujourd'hui, et la vraie question, elle est là, et vous en parlez aussi dans votre livre, enfin, un certain nombre de collaborateurs, est-ce que c'est pas la question fondamentale? Est-ce que les gens ont envie? Alors, évidemment, ils ont envie de liberté. Ils ont envie d'être maîtres de leur destin. Mais quelque part, on voit très très bien si on leur dit, écoutez, il faut quand même un peu d'ordre, il faut quand même un peu d'autorité. Évidemment, ça fait partie de la démocratie. Enfin, aujourd'hui, est-ce que, entre autorité et liberté, est-ce qu'ils ne préfèrent pas aujourd'hui avoir un peu plus d'autorité, peut-être contre un peu moins de liberté? Qu'est-ce qu'on met effectivement, où on met le curseur? Et il est là le problème. Oui, bien sûr. Mais
bien sûr, on a besoin d'ordre et on a besoin de liberté, mais l'ordre passe toujours avant. Hein. C'est pas rares sont les personnes qui préfèrent la liberté à l'ordre. Il y en a. Mais enfin, c'est l'anarchie. En général, ce sont des super élites qui disent ça. Pour la plupart d'entre nous, nous avons d'abord besoin d'ordre. Le bénéfice de la démocratie consiste non pas à faire passer la liberté avant l'ordre, mais à réussir à implanter la liberté en même temps que l'ordre. Hein. Et je pense qu'il n'est pas du tout question de choisir entre les deux. Tout le monde a besoin d'ordre, pour commencer. La liberté, malheureusement peut-être, mais elle est superfétatoire, elle est en plus. C'est un bienfait qui vient d'Occident, qui vient de notre culture. Hein. Oui, les autres peuples ne cherchent pas, ne demandent pas, d'ailleurs dans beaucoup de langues, le mot liberté n'existe pas. Hein. Ou bien alors il signifie la liberté collective de ne pas être pris par un autre pays, donc c'est autre chose. Oui, c'est pas la liberté individuelle. Là, plutôt, oui. Donc c'est quelque chose, c'est une sorte de bienfait qui, pour commencer, est positivement culturel. Mais qui est important. Regardez bien sûr. Le désir de liberté de tous les pays qui étaient un peu sous le joug. Enfin, alors vous allez me dire, c'est les intellectuels, mais justement, en URSS, quand il y avait les Solzhenitsyn, les dissidents, etc., c'était au nom de la liberté. C'était pas au nom du pain. Ce sont des intellectuels complètement occidentalisés, vous savez. Enfin, tout ça est très compliqué, hein, mais le désir de liberté qu'il peut y avoir en Chine actuellement, je ne donnerais pas cher pour sa peau. Hein. Oui, surtout qu'on leur dit enrichissez-vous, et on voit bien que la classe moyenne chinoise aujourd'hui, elle n'existait pas il y a encore 40 ans. On les voit un peu partout, à Paris, dans les galeries et autres. Mais je voudrais revenir à ça. Quand vous dites dans l'adversité, ça veut dire qu'aujourd'hui aussi, on peut dire, et il y a là-dedans, il y a des attaques contre la démocratie. Il y a des gens qui veulent, sous le prétexte de démocratie, évidemment, et on l'a dit pour les islamistes, utiliser les armes de la démocratie pour détruire la démocratie. Il y a aussi ça. Il y a ça aussi, oui, bien sûr. Il y a toutes sortes de dangers. Je pense que ce qu'il y a de pire dans cette histoire, c'est que la démocratie, finalement, est assez récente. Elle a à peine 2 siècles, dans certains cas 1 siècle. C'est les Lumières, on peut dire. C'est les Lumières, voilà. Oui, je ne parle pas évidemment de la démocratie ancienne, mais la démocratie moderne. Or, finalement, la démocratie a connu une énorme crise dans les années 30. C'était la première très grosse crise, pour des raisons de corruption et qu'on connaît. Antiparlementarisme, etc. Les gens, à ce moment-là... Qui ont donné au nazisme, au fascisme, etc. Les gens se sont dit, puisque les démocraties ne marchent pas, on va chercher une bonne dictature. Je mets entre guillemets bonne dictature. Bien sûr. On s'est aperçu finalement au bout de 20 ans, malheureusement très tard, qu'il n'y avait pas de bonne dictature. Qu'il valait toujours mieux une mauvaise démocratie plutôt qu'une soi-disant bonne dictature. Ça veut dire que maintenant, avec toute cette mémoire que nous avons derrière nous, lorsque la démocratie marche mal, nous n'allons pas nous dire il faut une bonne dictature. Nous savons que ça n'existe pas. Donc nous nous trouvons avec entre les mains un objet qui ne fonctionne plus, ou qui fonctionne mal très souvent, et nous sommes obligés de le conserver. Nous ne savons pas comment faire pour le réformer. Donc si vous voulez, la crise est peut-être plus grave qu'au moment des années 30. Parce qu'on se dit quoi faire, que faire, où est l'alternative s'il y a. C'est ça. Et comment améliorer ça de l'intérieur, comment essayer d'arranger cela, ou essayer d'améliorer. Effectivement, il y a un vrai problème, parce que qui a envie d'une dictature? Personne. Personne. Mais en même temps... On sait ce que c'est que les dictatures, on sait que c'est jamais bien. Et surtout, on constate quelquefois, et vous le savez, c'est que Hitler a été élu. Hein. Il n'a pas fait un coup d'État. Bien sûr. Mais juste pour revenir à Chantal, vous, au fond, vous m'avez dit, au sortir du livre, enfin, vous n'êtes ni optimiste ni pessimiste. Ce sera ce que les hommes en font et les femmes en font. Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut très bien s'en sortir. Mais d'ailleurs... Il y a d'autres, pour reprendre la question de la dictature, personne ne veut une dictature, ça n'empêche qu'il y a beaucoup de gens qui veulent un despotisme. Je vous ai parlé tout à l'heure des gens d'Amérique du Nord, surtout au Canada d'ailleurs, des gens qui sont complètement fascinés par la Chine, ou encore les technocrates d'ici. L'élite française que vous rencontrez dans les salons, elle est fascinée par un despotisme technocratique. C'est d'ailleurs... Qu'ils appellent éclairé. C'est Bruxelles, éclairé. Ouais. Delors l'avait dit en 1999, l'Europe est un despotisme doux et éclairé. Donc il y a encore une fascination pour des pouvoirs forts qui sont différents de ceux d'avant. Et Juncker qui dit les votes démocratiques n'ont rien à voir dans l'organisation de l'Europe. C'est absolument typique. Donc il y a encore ça. C'est plus Mussolini, mais c'est autre chose. Et voilà pourquoi il faut lire La démocratie dans l'adversité. Merci Chantal Delsol. Je rappelle votre livre, La démocratie dans l'adversité, aux éditions du Cerf. Merci à vous André Berkoff. On vous retrouve demain, bien sûr, dans tous vos états, de 12h à 13h. Et dans quelques instants, on retrouve Les Clés d'une vie. Jacques Pessis reçoit le chanteur Olivier Dion. Bon après-midi sur Sud Radio.